Bonjour, je vais vous présenter l'Everolimus. L'Everolimus est un inhibiteur des séronine-thréonine kinases commercialisé sous le nom de Afinitor. Il se présente sous forme de comprimés dosés à 2,5, 5 et 10 mg. L'Everolimus est utilisé dans ses indications AMM en traitement du cancer du rein avancé après échec d'une ligne par anti-angiogénique comme le sunitinib. Il est également utilisé en traitement du cancer du sein, cette fois-ci avancé, récepteur hormonopositif mais récepteur HER2 négatif, en association avec l'exemestane et après échec d'un inhibiteur de l'aromatase. Enfin, il peut être utilisé dans le traitement de tumeurs neuroendocrines non résécables ou métastatiques. Les modalités d'administration de l'Everolimus sont relativement simples puisqu'il s'agit de prendre un comprimé à 10 mg une fois par jour, tous les jours. Le médicament peut être pris pendant ou en dehors des repas de façon constante, mais toujours à la même heure. La posologie peut être diminuée à 5 mg par jour en cas de mauvaise tolérance clinique. L'instauration d'une fenêtre thérapeutique d'une semaine peut également être envisagée et la diminution de dose à 2,5 mg par jour par contre est réservée aux insuffisants hépatiques sévères comme nous le verrons plus tard. Les comprimés sont à avaler entiers avec un verre d'eau sans être écrasés, ni coupés, ni dispersés. En cas d'oubli de dose ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire ni doubler la prise suivante. Il suffit juste de prendre la dose prévue et de noter l'incident. La prescription d'Everolimus est réservée aux médecins spécialisés en oncologie médicale ou compétents en cancérologie. Les effets indésirables fréquents et importants sont les infections, les toxicités digestives, les troubles hématologiques, les troubles du métabolisme, des toxicités cardiovasculaires, neurologiques, hépatiques et rénales. Les infections sont donc très fréquentes et nécessitent un traitement approprié jusqu'à guérison et ce avant l'instauration du traitement. Si ces infections surviennent pendant le traitement, l'arrêt temporaire ou définitif doit être immédiat. Il faut sensibiliser le patient et surveiller les signes d'alerte infectieux, tout comme les mesures d'hygiène, se laver les mains, éviter le contact avec des personnes malades. La toxicité digestive, très fréquente, se manifeste par des diarrhées, nausées, vomissements et des stomatites. La diarrhée impose une alimentation pauvre en fibres avec féculents, carottes, bananes. Il faut éviter les fruits et les légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Il faut boire beaucoup. Les patients possèdent quasi systématiquement des prescriptions de traitement antidiarrhéiques si besoin. Les nausées et vomissements imposent une surveillance de la perte du poids et les conseils alimentaires pour limiter ces nausées sont fragmentés en plusieurs repas légers, consommer des liquides froids, limiter les matières grasses comme la friture ou les épices. La prescription possible de traitement antiemétique est possible si cela ne passe pas. En cas d'apparition de stomatite, qui est un effet indésirable particulièrement douloureux et mal vécu par les patients, les conseils suivants peuvent être utiles. Éviter les aliments acides, ceux qui collent, les aliments très salés. Prévenir leur apparition en utilisant une brosse à dents souple, un bain de bouche avec bicarbonate de sodium, mais sans adjonction d'autres produits, en particulier le menthol. Si la stomatite est installée, les traitements feront appel en curatif au bain de bouche avec bicarbonate, antifongique et parfois des topiques anesthésiants. Au niveau hématologique, comme vous le savez, les cytotoxiques provoquent de nombreux désordres, neutropénie, anémie, thrombopénie. Cela nécessitera une surveillance de l'hémogramme. On va observer également des troubles du métabolisme comme l'hyperglycémie et l'hypercholestérolémie nécessitant des surveillances et éventuellement des mesures correctrices. Au niveau de la toxicité neurologique, si toxicité neurologique il y a, elle se traduira généralement par des céphalées et des dysgeusies. Bien qu'habituellement sans gravité, ces signes doivent faire respecter la plus grande vigilance. On citera parmi les toxicités également des toxicités pulmonaires très fréquentes avec des toux, des dyspnées, des pneumopathies interstitielles, d'autres affections respiratoires, donc attention de surveiller de près votre patient. La toxicité cardiovasculaire peut également se manifester par une hypertension qui va justifier un suivi de la tension artérielle avant et pendant le traitement.
Dans certains cas, un traitement anti-hypertenseur peut être instauré, voire une adaptation de la posologie de l'éverolimus. Enfin, des perturbations des bilans rénaux et hépatiques restent fréquents. La toxicité cutanée est également très fréquente et peut se manifester par des raches, une sécheresse, prurite, un syndrome main-pied. La prévention passe par l'utilisation de crèmes émollientes, le recours à une manucure et une pédicure avant le traitement. La protection solaire par écran total est obligatoire et s'il y a un trouble et des symptômes, des traitements locaux adaptés sont possibles par des crèmes cicatrisantes ou des corticoïdes ou des kératolytiques. De façon générale, un patient sous éverolimus ressent une fatigue constante. Il faut encourager les activités indispensables et celles qui procurent un bien-être, les activités sportives adaptées et régulières. L'éverolimus subit un métabolisme hépatique particulièrement important, mais son activité pharmacologique est due à la part de l'éverolimus non métabolisée. Il faudra donc adapter et diminuer les doses selon le degré d'insuffisance hépatique. Alors vous l'avez compris, l'éverolimus est métabolisé par le foie, il est donc majoritairement éliminé par voie fécale. Il n'y aura donc pas d'adaptation nécessaire à la fonction rénale. Pour les patients âgés, les études ne montrent pas d'effet indésirable majoré chez les patients d'âge supérieur ou égal à 65 ans. Comme la plupart des anticancéreux oraux, l'éverolimus n'échappe pas à un profil d'interaction médicamenteuse défavorable et elles sont nombreuses. Tout ceci est en lien avec le métabolisme hépatique et enzymatique, avec intervention notamment des cytochromes. Je citerai les principales interactions, celles qui augmentent en particulier la toxicité de l'éverolimus en inhibant son métabolisme hépatique par les voies du cytochrome 3 à 4. Il s'agit des médicaments antiarythmiques, l'amiodarone, le lithiazème, le verapamil, des antifongiques azolés comme le fluconazole, le voriconazole, certains macrolides comme la clarithromycine, la télitromycine, pas la spiramycine, et des antirétroviraux comme les antiprotéasiques. Alors, il faudra également évidemment veiller à éviter ces associations et s'il n'y a pas d'alternative, surveiller l'apparition des troubles et alerter le prescripteur qui pourra éventuellement diminuer les posologies. Une réduction de 50% de la dose initiale d'éverolimus en cas d'association avec des inhibiteurs modérés reste envisageable. En raison de la variabilité entre les sujets, une surveillance étroite des effets indésirables est recommandée. Si l'inhibiteur modéré est arrêté, il faudra envisager une période d'élimination d'au moins 2 à 3 jours avant de reprendre la dose d'éverolimus utilisée avant l'instauration de l'administration concomitante. Avec les inducteurs, c'est l'inverse, avec risque d'échec thérapeutique par diminution des concentrations plasmatiques. Ce sera le cas en cas d'association avec les antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénitoïne, la phosphénitoïne, le phénobarbital, la primidone, la rifampicine, l'efavirenz ou encore la dexaméthasone. S'il y a association, une augmentation progressive de la posologie est envisageable jusqu'à 20 mg par jour par palier de 5 mg et prudence en cas d'arrêt de l'inducteur. Avec les inducteurs, c'est l'inverse, avec risque d'échec thérapeutique par diminution des concentrations plasmatiques. C'est le cas en cas d'association avec les antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénitoïne, la phosphénitoïne, le phénobarbital et la primidone, ou d'autres inducteurs comme la rifampicine, l'efavirenz ou encore la dexaméthasone. En cas d'association, une augmentation progressive de la posologie est envisageable jusqu'à même 20 mg par jour en augmentant par palier de 5 mg, mais prudence en cas d'arrêt de l'inducteur. Avec les autres médicaments, les associations sont à prendre en compte avec ceux qui ont une marge thérapeutique étroite et qui sont substrats du cytochrome 3 à 4, mais aussi avec les vaccins vivants et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, puisque quelques cas d'œdème de Quincke ont été rapportés. Avec la phytothérapie, des interactions sont possibles et il est préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. Les plus courants et impactants sont le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, plus communément appelé orange de Séville, le citron vert, le pomelo, l'aloe vera, le chardon-marie, le curcuma, le gingembre et le ginkgo biloba qui sont des inhibiteurs. Et pour les inducteurs, les plus connus sont le millepertuis, l'aubépine, la menthe verte et l'ail. Vous retrouverez l'ensemble de ces interactions ainsi que les informations complémentaires sur la plaquette en ligne.